Aujourd'hui, j'ajoute l'affichage LCD et j'assemble le tout. Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels, sentez-moi ça. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Ceci est la troisième et dernière vidéo de cette courte série sur le développement d'une solution de contrôle d'un atténuateur RF Hewlett-Packard. Dans la vidéo précédente, j'ai détaillé et assemblé le circuit électronique sur la plaquette prototype sans soudure. J'ai aussi écrit le code source et j'ai fait les premiers essais de contrôle de l'atténuateur. Cette vidéo-ci n'est pas autonome, elle constitue la suite des deux premières vidéos. Si vous n'avez pas visionné ces vidéos, je vous suggère fortement de le faire avant de regarder celle-ci. Bon, maintenant, il nous restait à ajouter l'affichage à cristal liquide, ACL, en anglais LCD, qui va indiquer l'atténuation courante sur l'atténuateur. Ensuite, je fais l'assemblage de la plaquette et le montage final sur l'atténuateur. Mais débutons avec l'affichage. Alors, voici l'affichage que je me suis procuré. C'est un petit affichage de téléphone, ancien design de téléphone mobile, évidemment, lorsque l'affichage n'était pas trop sophistiqué. Et c'est un affichage de 25 mm par 48 mm, donc c'est très petit comme surface. C'est un affichage de 16 chiffres au total à 7 segments. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Eh bien, ici, dans l'annonce, on vous le montre. Alors, on peut afficher 16 chiffres et ce sont des chiffres faits de 7 segments. Donc, ce ne sont pas des caractères alphanumériques. Ce ne sont que des caractères numériques et des tentatives d'écrire des lettres avec les 7 segments. Alors, on va regarder ça un petit peu plus tard. Mais le prix est quand même très bon à 3 $. Donc, et c'était pour moi, l'important, c'était que ça soit assez petit pour pouvoir loger sur ma plaquette. Alors, il y a aussi des pictogrammes dans le haut qui ont rapport à une communication cellulaire, mais on ne s'en sert pas. Ils sont quand même allumables, contrôlables, si vous voulez, par le port qui est un port série, en passant. C'est 5 broches. On vous les montre ici. Alors, le défi, c'est que ces 5 broches, il y en a 2, c'est l'alimentation, et 3, c'est évidemment chip select, horloge et données. Alors, ces 3 broches, l'espacement, c'est de 1 mm, centre à centre. Donc, ça prend définitivement un fer à souder type aiguille pour pouvoir souder des petits fils pour pouvoir interfacer à cette plaquette. Alors, c'est une communication qui s'approche de la communication SPI. Donc, on met une donnée, c'est-à-dire un bit, on envoie un coup de cloque, on met une donnée, et ainsi de suite. Donc, ça peut être fait à la vitesse qu'on veut. Donc, c'est assez facile de ce côté-là à faire. Cette plaquette est contrôlée par un contrôleur Holtec HT1621, qui est la puce qui est sous cette boule d'époxy. D'accord? Et la puce HT1621, c'est un affichage de maximum de 32 par 4. Mais chaque chiffre nécessite 2 cases mémoire de 4 bits. Parce qu'il y a 7 segments plus un pictogramme. Donc, on a besoin pour 16 chiffres de 32 cases mémoire. Et de la façon que c'est fait, je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire par les segments. Vous avez ici un affichage similaire, non pas identique à celui que je me sers, mais similaire au niveau du principe, où chaque segment, on le voit ici par exemple, là, ici même mieux en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y avait le 0 aussi. Alors ça, c'est les 7 segments. Alors chacun de ces segments, pour former un chiffre ou un caractère, doit être mis à 0 ou à 1 dans une case mémoire du contrôleur HT1621. Donc, il y a 32 cases mémoire parce qu'il y a 16 caractères et chaque caractère nécessite 2 adresses. Et il y a 4 bits. Donc, au total, 8 bits. 7 segments plus un pictogramme. Alors, il faut savoir où mettre les 0 et les 1 pour pouvoir former les caractères qu'on désire faire à la position qu'on désire faire.
Tout ça pour vous dire que ce n'est pas un affichage pour débutants. Il existe des affichages qui sont beaucoup plus simples où tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le code ASCII et le caractère est formé tout seul. Mais ce n'est pas le cas avec cet affichage-ci. Donc, j'ai travaillé un petit peu pour développer la capacité d'écrire des chiffres et quelques lettres, entre autres la lettre D et la lettre B pour décibels. Alors, c'est pas pour débutants définitivement. J'ai passé peut-être 4 heures, peut-être un peu plus même, à essayer de figurer quoi allume quoi, quel bit, quel octet fait allumer quel caractère, puisque il n'y avait pas de fiche descriptive autrement que ce qui est mis ici dans l'annonce sur eBay et quelques infos ici qui ne disent strictement rien. Et bon, on me dit, après l'achat, contactez-moi pour vous donner le code source. J'ai cherché cette routine, ces routines, init 1621, tout ça avec Google et je n'ai pas pu rien trouver assez facilement. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même. C'était un apprentissage aussi de le faire moi-même. J'avais un peu de temps, journée de repos. Et donc, j'ai développé le code source pour contrôler cet affichage. Bon, l'affichage fonctionne de 2.4 à 5.2, donc de 3.3 volts, 5 volts, pas de problème, ça va bien fonctionner. Donc là-dessus, la puce est assez flexible au niveau d'adaptation. Comme le STM32 fonctionne à 3,3 volts, ben, on fait fonctionner à 3,3 volts. Alors voilà, ça c'est la partie électrique. Maintenant, le code source, c'était un peu le gros du travail. Alors, question de documenter le tout. Le schéma électrique, bien, je l'ai modifié pour ajouter l'affichage à cristal liquide basé sur la HT1621. Et il est donc contrôlé par 3 fils, la ligne de données, la ligne d'horloge et le chip select, donc qui dit donc à l'affichage d'écouter et de décoder les informations qui sont envoyées lorsque la valeur est basse, évidemment. Alors, c'est quasiment le seul changement que j'ai fait. Autrement, j'ai ajouté 2 condensateurs électrolytiques, un sur le 5 volts arrivant par le câble USB et l'autre, j'ai filtré le 3,3 volts de façon additionnelle. Comprenez par contre qu'il y a déjà sur la plaquette STM32 Mini, il y a déjà du filtrage. Alors c'était comme optionnel, mais disons, on ne met jamais assez de filtrage dans les circuits logiques. J'ai pris une valeur de 100 microfarad, je suis allé par intuition. Ensuite, je n'ai pas mis de filtrage additionnel sur le 24 volts parce qu'il est contenu vraiment entre l'atténuateur et le ULN 2803 et il n'y a aucune logique. C'est carrément juste de l'alimentation qui s'en va à des bobines sur les solénoïdes. Donc, il n'y a pas lieu de rajouter du filtrage car il y en a déjà sur le petit convertisseur. Alors, le code source a été augmenté, donc j'ai pris ce que j'avais fait sans l'affichage et je l'ai augmenté du support pour l'affichage LCD. J'ai bien sûr défini les 3 broches ici sur le STM32, les 3 broches nécessaires pour parler à l'affichage. Je les ai mises sur PB3, PB4, PB5. Par la suite, j'ai défini l'adressage des différents segments de chaque chiffre. Je l'explique ici pour être certain que dans un certain laps de temps, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, que je comprenne exactement comment l'affichage fonctionne. Il y a une adresse paire, il y a une adresse impaire. Donc, je vous l'ai dit, il y a deux adresses. Et je dis, par exemple, la définition de chaque segment, que l'adresse paire, le bit 2, 4 et 8 servent à allumer ces segments-ci. Et l'adresse impaire, les bits 1, 2, 4 et 8 servent à allumer ces autres segments. Et là, bien, il faut que je définisse une table qui sert justement à faire allumer les bons segments pour chacun des chiffres et des caractères que j'ai besoin. Donc, j'ai défini
une table en mémoire de code source, donc en mémoire permanente, que je lis au fur et à mesure que je veux afficher des chiffres. Et ça, bien, c'est toujours adresse paire, adresse impaire. Donc, c'est toujours fait de 2 adresses et ça va former le chiffre 1, par exemple. D'accord? Dans ce cas-ci, adresse impaire, j'écris 0. L'adresse paire, j'écris A ou 10, si vous voulez. A en hexadécimal, 10 en décimale. Et ça va nous former le chiffre 1 dans un caractère. Alors ça, il fallait que je le fasse absolument. Sinon, ça aurait été très compliqué de figurer ça directement dans le code. Alors, par la suite, pour mettre à jour une nouvelle valeur d'affichage, j'ai ajouté l'appel d'une fonction. Après avoir fait le changement d'atténuation, ça c'était tout existant dans le code source, j'ai ajouté une fonction qui s'appelle affiche atténue, donc affiche l'atténuation, avec la nouvelle valeur d'atténuation. Bon, affiche atténue, je vais vous montrer c'est quoi. Affiche atténue, ça va ça aussi appeler d'autres fonctions que j'ai créées pour mettre à jour les segments. Alors affiche atténue, ce que ça fait, c'est là que je décide ce que j'affiche à l'écran, donc je mets quelques espaces au départ pour que l'affichage en décibels soit centré. Et par la suite, je décide si je mets un 1 ou un espace, dépendamment si la valeur en dB est plus que 100, 100 ou plus haut. Si c'est 100 décibels ou 110, ben je vais mettre un 1. Sinon, je vais mettre tout simplement un espace de plus. OK? Et par la suite, là, c'est là que je mets un chiffre de 0 à 9 pour l'atténuation. Ensuite, un 0, je rajoute un 0. Ensuite, j'ajoute un espace. Ensuite, je mets le petit caractère D. Et ensuite, je mets un 8 pour faire un B majuscule, pour faire dB, décibels. Ben, le bel, c'est un caractère B majuscule, mais on ne peut pas faire de B, malheureusement, sur un affichage à 7 segments. Donc, je fais un 8, et ça a l'air bien correct quand même. Vous allez voir tantôt. Alors, allume segment. Alors, cette routine, affiche atténuateur, appelle à répétition la fonction allume segment, avec la position de la case mémoire où on veut écrire le caractère et les 2 adresses là, à écrire, donc pair et impair, pour pouvoir écrire un seul caractère. Alors, on va aller voir allume seg. Allume seg est juste ici. Alors, allume seg, c'est vraiment, on envoie les données de chacune des adresses mémoire. On les envoie en commençant par le code O, bas, O. Et évidemment, j'espace de 10 microsecondes chaque changement d'état. Donc, je mets la valeur O sur la ligne donnée. J'attends 10 microsecondes. Je fais une pulsation sur la ligne d'horloge. J'envoie bas. J'attends 10 micros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et par la suite, j'envoie les données dans les 4 cases mémoire, ici, qui sont basées sur vraiment la table que j'ai définie tantôt des caractères. OK. Alors, cette routine, allume segment, c'est elle qui contrôle les broches sur l'affichage pour mettre à jour les données. Maintenant, il y a une autre routine qui était importante de créer, c'était envoi commande. Envoi commande, c'est que l'affichage, lorsqu'on l'allume au départ, il n'est pas configuré pour afficher quoi que ce soit. Il faut allumer l'affichage, il faut mettre le contraste à la bonne valeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ces commandes-là, bien, il faut les envoyer, et le préambule, c'est haut, bas, bas, et non pas haut, bas, haut. Okay? Alors, cette fonction est appelée dans l'initialisation de mon code pour envoyer différentes commandes. Et l'initialisation du code est évidemment ici dans la fonction setup là, que Arduino a toujours. Alors ici, je fais la partie affichage. Alors ça, c'est ici, ce code-ci, je l'ai ajouté pour initialiser l'affichage, d'accord? Donc, je m'assure que les broches sont bien configurées en sortie et j'envoie par la suite les commandes justement pour vous dire allumer l'oscillateur, mettre le contraste de la bonne façon et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, c'est essentiellement ça le code source. C'est un peu échevelé la description, là, je m'en excuse.
mais vous avez vraiment une bonne idée. Et si vous voulez consulter, le fichier est disponible sur mon site web et je vous fournis le lien dans la description de cette vidéo. J'aurai les deux fichiers, c'est-à-dire le fichier sans affichage, le fichier de code source sans affichage, et le fichier code source avec l'affichage d'ajouter. Alors, vous pourrez voir les différences entre les deux. Bon, alors, point de vue assemblage général, point de vue de la plaquette. Alors, j'utilise cette plaquette-ci. C'est une plaquette qui est avec des trous traversants. Et elle a ceci de particulier, j'imagine que vous pouvez voir, c'est que sur cette face-ci, il y a un plan métallique et chaque îlot, donc chaque trou, est légèrement détaché par une ligne très très fine. Donc, c'est possible de faire des connexions à ce plan ici, sans fil, autrement dit. Vous devinerez qu'habituellement, on met soit l'alimentation, soit la masse. Alors, ça sera la masse. Et toutes les connexions à la masse se feront simplement en court-circuitant ces petits îlots avec un petit peu de soudure sur ce plan-ci. L'autre face de la plaquette, ce sont des trous plaqués traditionnels avec un espacement plus grand. Alors, je vais la positionner comme ceci. Et tous les composants qui nécessitent la connexion à la masse, je le ferai du côté supérieur. Et toutes les autres connexions avec des bouts de fil, je le ferai de ce côté-ci. OK? Alors, la plaquette, elle va se positionner sur l'atténuateur. Et juste au-dessus comme ceci. OK? Alors, ce que je vais utiliser, ce sont des entretoises, là, comme ça. J'en ai 4. Et je vais les positionner, comme ça, sur les 4 coins de la plaquette. Je vais percer des trous ici. C'est une plaquette époxy vert hein, qui est rattachée, qui vient du générateur de signal duquel l'atténuateur provient. Alors, je l'ai laissé. Je vais l'utiliser comme attache. Donc, je vais simplement mettre une entretoise aux 4 coins et je vais venir poser par-dessus. Et lorsqu'on vérifie l'espacement, on s'aperçoit que ce sera un peu juste, mais juste bien. Il y aura juste assez d'espace pour ne pas que ça touche au niveau... pour ne pas que les connexions ici touchent à l'atténuateur. Donc, c'est la plaquette en question avec 4 entretoises, 4 poteaux que j'ai pris en aluminium. J'en avais en plastique aussi, mais cette fois-ci, j'ai choisi en aluminium. Alors, point de vue positionnement sur la plaquette, j'ai pensé mettre les différents composants de cette façon-ci. Les 2 boutons, augmentation, diminution d'atténuation, bien sûr, sur le bord. Donc, avec l'atténuateur, ça sera placé évidemment à l'avant comme ça. OK? Alors, c'est le côté qui sera orienté vers l'utilisateur. Donc, affichage et les 2 boutons, comme ça à l'avant. Et en arrière, on a évidemment le ULN 2803. Et avec l'atténuateur, le câble va faire une boucle ici, le plus court possible, et on va revenir en dessous. Et je vais m'attacher sur une des entretoises, là. Puis, je vais venir me souder au ULN 2803. OK, alors... je me garde de l'espace pour un deuxième jeu de boutons, monter-descendre, et un deuxième ULN 2803 ici. Il existe des atténuateurs, celui-ci c'est évidemment un 0 à 110, mais il en existe des 0 à 11 qui sont complémentaires à celui qui est de 0 à 110. Donc à ce moment-là, on peut faire de 0 à 121 par incrément de 1 plutôt que des sauts de 10 avec celui-ci. Alors, je vais me garder cette option-ci. Il y a suffisamment de broches sur le STM32 pour contrôler un deuxième atténuateur. Ça ne serait pas des broches consécutives, mais quand même, ça irait correctement. Alors, c'est comme ça que je vais positionner l'ensemble. Et je suis rendu à l'assemblage. Alors, voilà, j'ai fini l'assemblage de la plaquette avec la connexion à l'atténuateur. Alors, tout est bien logé. Comme je vous ai expliqué, j'ai laissé 2 espaces pour 2 boutons additionnels identiques à ceux-ci. Dans le futur, si jamais je veux contrôler un deuxième atténuateur, et j'ai un espace ici pour mettre un autre ULN 2803. Alors, pour moi, c'est ce qui primait le plus. Et bon, j'ai ajouté du filtrage avec 2 condensateurs, comme expliqué précédemment. Et le dessous, le voici. C'est simplement monté avec du fil numéro 30, donc
AWG30. C'est un petit fil, c'est du fil d'enroulement, hein, du montage en enroulement que j'aime bien utiliser pour faire ce genre de connexion. J'ai utilisé ce petit fil numéro 30 partout sauf sur le 24 volts où j'ai voulu une isolation plus grande. Donc j'ai augmenté l'épaisseur de l'isolant de la gaine sur ce fil-ci. Mais sinon, là, c'est le petit fil numéro 30 à peu près partout. Et bon, j'ai tenté de regrouper les fils pour que ça soit un peu plus propre. Là. Il y a un petit peu là, de travail à faire pour que ça soit parfait, là, si vous voulez. Là. Je pourrais même, les longs fils, on pourrait les attacher même à la plaquette, là, si on était vraiment une fine bouche par rapport au filage. Mais sinon, ben, c'est tout. Hein, c'est pas plus compliqué. Du point à point. Et puis quoi, 3 heures de travail à peu près, au total, pour un petit peu de mécanique. Beaucoup de filage. Et ben maintenant, il s'agit de le remettre sur l'atténuateur. Et voilà, l'assemblage final, l'alimentation. Et on a ta voiture. Tout semble bien fonctionnel. Et j'aime bien la solidité de la chose. Et on est capable de consulter encore l'atténuateur ici sur le côté, le modèle et ainsi de suite, la marque. Et on a nos accès ici, radiofréquences, qui sont faciles. Ici sur les côtés, ils ne sont pas masqués. Finalement, ben, ça rencontre toutes les exigences que je m'étais données au début, c'est-à-dire contrôle et par PC et par bouton. Avec alimentation 24 volts intégrée. Et j'utilise un STM32 qui était tellement pas cher et facile à coder, écrire du code source. Et j'utilise un port série. Je peux aussi alimenter le 5 volts de la plaquette au complet plutôt que d'utiliser le port série ici. Je peux être autonome et utiliser un port USB. C'est une prise micro USB ici qui va alimenter partout la plaquette. Donc ça, c'est un plus aussi. Si je n'ai pas besoin de me connecter par contrôle, je peux le faire simplement avec un adaptateur et un câble micro USB. Alors c'est fonctionnel, j'espère que vous appréciez la solution. Alors voilà, quelques étiquettes autocollantes pour identifier les boutons et le projet sera terminé. Évidemment, cette solution est celle que j'ai privilégiée pour le contrôle de l'atténuateur. Mais il y a évidemment une foule de variations potentielles comme le choix du microcontrôleur, ou la structure du code source, ou même l'affichage utilisé, ou même le fait de ne pas avoir intégré le tout dans un boîtier, par exemple. Comme je vous l'avais mentionné dans la vidéo d'introduction à ce sujet, la partie 1, voyez cette série de vidéos comme génératrice d'idées de projets personnels. J'espère que, dans ce contexte, vous avez apprécié cette série de vidéos. Comme toujours, je lis vos commentaires et les suggestions. Je tente d'y répondre le plus possible, mais ce n'est pas toujours possible de le faire compte tenu du volume de correspondance que je reçois. Je vous remercie de votre support et de vos bons commentaires et je vous dis à la prochaine!